Là, je vais me présenter, je suis Florent Toulmont. Je suis architecte solutions et cybersécurité au sein de Softeam, qui appartient du coup à DocaPost, qui est une société du coup de la Poste que tout le monde connaît bien. Je suis aussi hacker éthique, principalement dans le but de faire des formations pour tester des applications dans un cadre bien défini. Je suis aussi joueur de CTF parce que ça permet de s'entraîner. Et je m'entraîne du coup sur des plateformes comme RootMe, TryHackMe, etc. pour essayer de nouvelles techniques de hack pour savoir casser les applications et derrière pouvoir contourner ces cassures pour savoir protéger derrière. J'interviens aussi sur du coup des CTF en physique comme par exemple le Brest CTF pour rencontrer différents acteurs du coup de la cybersécurité. Premier disclaimer, Stock n'a pas pour vocation en fait, de vous montrer comment hacker un système ou une application. En fait, vous savez déjà toutes et tous plus ou moins le faire, ou au moins vous en êtes pas loin. Et c'est bien le but de Stalk. Deuxième disclaimer, il est important celui-là. Alors j'ai mis forcément un très long texte que personne ne lira, avec quelques éléments gras, mais en fait, on va parler ici majoritairement de hacking éthique. Parce que le fait d'accéder juste pour tester, fait d'accéder à une application sur laquelle on n'a pas le droit, on dit tiens, il y a un ID du coup qui nous paraît bizarre, on va tester l'ID d'à côté, etc. Ou tiens, l'URL, je vais tenter /admin, etc. C'est des éléments qui sont illégaux. Donc, je tenais vraiment à poser du coup ce disclaimer, c'est des choses qu'il ne faut pas tester. On a des peines du coup qui sont très très lourdes. Il y a je crois 7000 articles de loi sur le hacking. C'est des années de prison, des centaines de milliers d'euros d'amende. Donc du coup, juste faut pas tester. Juste sur une application prod, pré-prod, même le dev du coup là où on est en train de déployer, etc. On ne teste pas. Ça peut être une attaque. Par contre, du coup, sur votre home lab, du coup, chez vous ou en local, surtout sur votre PC perso par exemple, allez-y, faites-vous plaisir. Sur des environnements qui sont prévus pour, sur des environnements de CTF ou des exercices, etc. sur Internet, allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, jamais sur la prod. C'est vraiment important. C'est des années de prison, des centaines de milliers d'euros d'amende. Je pense que vous avez autre chose à faire avec ça. La cybersécurité, c'est quoi? C'est un enjeu majeur en fait pour trois parties, les entreprises, les particuliers et le gouvernement. C'est vraiment quelque chose qui est super important en ce moment. On a vraiment pas mal le triptyque cybersécurité, cloud et IA. Et la cyber, du coup, touche tout le monde à tous les moments. Je vais vous donner quelques chiffres, par exemple, dans le monde. Ils sont assez renversants. Alors, j'ai les chiffres que de 2024. Du coup, c'est 10,8 millions de sites qui ont été piratés dans le monde entier. Les pertes financières, j'avoue que le chiffre est assez astronomique. C'est 10,5 trillions de dollars. C'est énorme, énorme, du coup, les pertes engendrées par le hacking dans le monde entier. Alors, les 10,5 trillions de dollars, du coup, c'est les pertes, ça regroupe les pertes pures, les pertes en images, etc. Voilà, c'est assez global. On peut s'en douter, c'est les États-Unis qui sont les plus touchés, avec 50% des cyberattaques et des piratages du coup dans le monde entier. Derrière, c'est suivi par le Canada et le Royaume-Uni. C'est vraiment un problème mondial qui touche vraiment tout le monde sur les entreprises, les particuliers et les gouvernements. On va essayer de s'intéresser un petit peu plus à la France. En 2024, c'est 120 000 sites web du coup, qui ont été piratés. Soit ils ont été defaced, soit ils ont été down, soit ils se sont fait prendre des données, etc. Soit ils se sont fait leak leur mot de passe. Bref, 120 000 sites qui ont été pris la main dans le sac. 15 000 entreprises qui ont été prises aussi sur des ransomware. Donc, c'est-à-dire qu'elles se sont fait chiffrer leurs données et du coup, elles ont dû payer ou tout casser et reconstruire leur infrastructure pour éviter d'avoir à payer. Donc, c'est énorme. Les pertes financières, on est à 100 milliards d'euros sur 2024. Je pense qu'on a autre chose à faire en fait de 100 milliards d'euros. Donc, du coup, on va essayer de faire autrement. C'est le 4e pays le plus touché par le piratage dans le monde entier. À la base, du coup, on était 5e avant les JO. On va remercier les JO. Ce qui s'est passé en fait avec les JO, c'est que le monde entier s'est un petit peu intéressé à nous. Tiens, ils ont tel ou tel service, etc. On va voir s'il est suffisamment solide et on va essayer de le mettre à mal pour ternir l'image des JO, ternir l'image du coup de la France, du coup de manière générale. Donc en France aussi, du coup, le piratage c'est un problème majeur du coup qui touche les entreprises, les particuliers et les gouvernements. Quand on parle de piratage, on va parler de 3 typologies de hackers principalement. Il y en a un petit peu d'autres, mais c'est 3 typologies. On va avoir le black hat, le grey hat et le white hat.
Le Black Hat, c'est le hacker de base. Tout le monde se fait une idée du coup du hacker de base, à part sur le physique. Mais voilà, sur son intention, quand on pense hacker, on pense principalement au Black Hat, qui a aucune éthique, pas ou peu d'idéologie, mais par contre qui est là pour faire de l'argent. Comment il va faire de l'argent? Eh bien en fait, il va aller récupérer des données pour les revendre sur le dark web. Ça arrive très souvent, on entend toujours dans les journaux, telle et telle entreprise, il y a telle donnée qui a fuité, etc. Les hackers ont pris leurs données et vont les revendre sur le net. Donc les emails, les noms, les prénoms, etc. Ou les données médicales, voilà, on peut avoir plein d'éléments, il va les revendre. Autre manière de faire de l'argent sur un Black Hat, ça va être d'aller chiffrer l'entreprise. On va aller chiffrer un hôpital, par exemple. Bravo. Et leur demander des millions d'euros ou des bitcoins du coup pour leur déchiffrer leurs données. Parce qu'en attendant, l'entreprise, elle est down. Donc là, c'est vraiment le mauvais hacker. Un peu entre les deux, il y a le Grey Hat. Le Grey Hat, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez une idée. C'est un hacker du coup qui va suivre une certaine idéologie. Il va aller pirater par rapport à l'idéologie qu'il y en a. Je vais prendre un exemple. Je suis intervenu du coup il n'y a pas si longtemps que ça du coup pour une entreprise du coup d'agroalimentaire. On se dit l'agroalimentaire ça va, il n'y a pas tant que ça de menaces. On échangeait avec les ministères, etc. Et en fait, ils craignaient beaucoup une attaque du coup de hackers qui sont par exemple parmi L214. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de tel ou tel élément, et bien en fait, dans les gens qui suivent L214, ils disent voilà, je suis pas d'accord avec telle application ou je suis pas d'accord avec telle entreprise, et du coup je vais aller la pirater. Donc pas forcément pour faire de l'argent. Donc du coup l'intérêt financier il est très peu. À la limite faire perdre de l'argent du coup à une entreprise du coup qu'on n'aime pas ou un organisme qu'on n'aime pas, on pourrait le comprendre. Mais voilà, il a une forte idéologie. Moyennement sur l'éthique, j'ai mis 2 étoiles, j'aurais peut-être pu mettre une. Enfin voilà. Mais voilà, c'est un hacker qui va réagir par idéologie. Donc là, j'ai parlé de L214, mais voilà, on peut avoir de la religion, de la politique. Enfin voilà, c'est pas les sources de conflit qui manquent. Et le dernier, c'est le White Hat. Le White Hat, on va parler principalement du coup de celui-là, c'est le hacker éthique. Donc lui a une très forte éthique, une très forte idéologie. Il est là pour tester du coup la sécurité de l'application, essayer de la pirater pour voir voilà est-ce qu'elle correspond aux normes de cybersécurité. Est-ce que je suis capable de la casser? Comme ça, si je suis capable de la casser, et bien du coup on va mettre en place les procédures pour la protéger. Et du coup, il a forcément aucun intérêt financier, bon à part la paye à la fin du mois. Et donc on va parler principalement de cette partie White Hat. Pourquoi? Parce que le Black Hat, c'est prison. Et le Grey Hat aussi, c'est prison. Donc il ne faut vraiment pas tomber, je reviens sur le disclaimer numéro 2 que j'ai donné, mais on rentre dans ces cases-là, et c'est de la prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. Dans la cybersécurité, principalement, il y a 2 équipes. Une troisième, du coup, la Purple. Mais je vais vous parler, du coup, principalement de ces deux équipes. Il y a une équipe Blue Team. Alors, côté développeur, du coup, front, back, ops, etc., on est plutôt côté Blue Team. On a l'habitude de construire du coup de la sécurité défensive. On va mettre du coup de la sécurité sur notre application, on va mettre de la sécurité sur nos infrastructures. On va savoir gérer les incidents, on monte les logs, etc. On va avoir des tableaux sur Grafana, etc. On va aussi durcir l'application et les OS pour qu'elles ne puissent pas être exploitées. Et on va mettre aussi de la sécurité d'infrastructure pour que telle application ou telle node du coup, ne puisse pas forcément papoter avec telle autre node. C'est de la sécurité du coup d'infrastructure. De l'autre côté, on va voir la Red Team qui va faire plutôt de la sécurité offensive. Et les gens de la Red Team du coup sont formés sur de l'attaque, du contournement du coup d'application. Voilà, l'application elle est faite pour faire ceci ou cela. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose? On va aussi exploiter des vulnérabilités côté Red Team. Je vais faire une analyse du coup sur un site et tiens, ils ont tel serveur avec telle version. Si je me souviens bien, il y a une CVE là-dessus. Et du coup, on va aller exploiter ça. Et aussi, on va aller faire des traversées d'infrastructures parce que souvent, c'est pas forcément l'application qui est affichée qui est vraiment intéressante du coup pour un hacker. C'est peut-être des données qui sont derrière, ou rebondir une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à aller trouver par exemple, aller contrôler un Active Directory qu'il y a derrière. Ça, c'est les buts du coup de la Red Team. Dans les buts de Stalk, c'est vraiment de passer du côté Blue Team et avoir la vision du côté Red Team. Une citation que j'utilise du coup souvent, tout le monde utilise aussi, Modulo et les panneaux Facebook, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. On se connaît pas mal soi-même, on sait l'appli qu'on a développée, on sait ce qu'on a fait, etc. Mais le fait du coup de connaître son ennemi, de savoir du coup
comment théoriquement il va aller attaquer, au moins sur les bases, ne serait-ce que sur les bases, eh bien, va vous permettre d'augmenter du coup la qualité et du coup la sécurité de notre application. Il ne s'agit pas de faire une application qu'on va blinder au niveau de la porte d'entrée et tout, c'est bon, c'est blindé, personne passera, j'ai mis tout. Mais il y a la petite porte là derrière. Forcément, si tu ne sais pas que les hackers ils vont passer par là et que tu blindes la première, bah, tu penses avoir fait correctement du coup, ton taf, alors qu'en prenant en fait du recul, en se disant si je devais pirater l'application que je suis en train de monter, donc je parle d'application, voilà, on peut monter de l'infra, etc. Voilà. Si j'étais hacker, comment je ferais? Si j'étais quelqu'un de pas content dans l'entreprise, comment je ferais pour la mettre à mal? Si je voulais prendre le contrôle de ça, comment je ferais? Sachant que là, on travaille, du coup, il y a Blue Box, Black Box, etc., ou en Grey Box. Là, je travaille en parfaitement en White Box. J'ai le code devant les yeux, je sais exactement comment c'est fait. Et bien du coup, comment je la piraterai? C'est vraiment ça, savoir prendre du recul sur ce qu'on fait pour pouvoir savoir attaquer derrière et savoir mettre en place les protections sur nos applications. Globalement, en fait, sur nos projets, on respecte quelques normes de sécurité. Je vais passer assez rapidement dessus, mais voilà, c'est les basiques, vraiment. Alors, pas de mot de passe dans le code, on vérifie les rôles avant de faire la moindre action. On va chiffrer les données qui sont échangées et on va gérer les sauvegardes parce que du coup, on n'est plus à l'ordre aujourd'hui de est-ce qu'on va se faire pirater, etc. C'est quand on se fera pirater, qu'est-ce qui se passera? Quand on aura une attaque, qu'est-ce qui se passera? Du coup, en général, la gestion des sauvegardes, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, nous, côté Blue Team. Quels outils on utilise? On va utiliser principalement la CI. La CI, c'est vraiment très important du coup, de mettre toutes les analyses cyber du coup, dans la CI, parce que dès qu'on fait notre petit commit, toute la CI se déclenche, et du coup, on va avoir les analyses cyber sur les différents éléments. Donc il y a 5 éléments principaux qui sont envoyés à différents moments de la CI. Le premier, il y a plein d'éléments, vous connaissez toutes et toutes. C'est vraiment du rappel du coup, sur les éléments à pousser. L'analyse SAST du code, du coup, voilà, des éléments comme Sonar, Snyk ou SemGrep, c'est vraiment la base modulo qu'on utilise derrière. Il y a plein de fois sur les applications, oui, on a mis un Sonar. Vous êtes allé dessus? Non. Bah oui, mais bon, tu as une note de E en sécurité dessus. Donc forcément, donc voilà. Il y a un suivi à faire, une acculturation. C'est pas parce qu'on a mis juste Sonar que c'est forcément secure. C'est Sonar et on a pris en compte du coup les alertes cybersécurité qui sont données et on va aller les corriger. C'est une aide et c'est pratique parce que du coup, le fait de le mettre dans la CI, c'est à chaque commit, à chaque fois c'est lancé. Deuxième élément, l'analyse de dépendance. C'est un élément très 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 important, j'y reviendrai du coup dans les failles que je vais expliquer. Le fait que notre application, nos applications, surtout du côté JS, on est dépendant de plein de librairies, qu'est-ce qui nous assure qu'elle est sécure? Qu'est-ce qui nous assure du coup qu'il n'y a personne du coup, qui a pris le contrôle de tel ou tel repo ou qu'il n'y a pas une grosse CVE de mort dessus? Franchement, quand on est dans le run du coup du projet, etc., on ne va pas aller regarder en détail du coup les dernières CVE sorties sur tel et tel lib, etc. Cette analyse de dépendance à travers l'utilisation d'outils comme Dependency Check, Snyk encore une fois, ou Dependabot et Renovate, nous permettent de nous assurer que les dépendances du coup, de nos applications n'ont pas été verrouillées, n'ont pas de grosses CVE qui permettraient du coup, de prendre le contrôle de nos applications. Parce que le code que nous on pond, ok, on le fait, il est plus ou moins bien, etc. On le contrôle, on peut se corriger, mais du coup, si on a une dépendance du coup, qui est verrouillée, bah, du coup, il faut vite la changer, stopper du coup, la production dessus pour faire du coup, des mesures de contournement. Une partie aussi gestion des secrets, trop souvent. Alors je l'ai mis juste avant, du coup, là, pas de secret dans le code, mais ça arrive très souvent. Enfin, encore il y a 2 semaines, voilà, un audit. Mais pourquoi vous avez mis le mot de passe ici? Il n'y a pas à être présent. Et donc, du coup, il y a des outils dans la CI qui permettent de le faire automatiquement. C'est vraiment le garde-fou, la CI. On peut tous faire des erreurs à un moment ou à un autre, il n'y a pas de souci avec ça. Et le garde-fou, en fait, la CI va dire hop. L'API key, là, elle n'a rien à faire à cet endroit-là. Il faut la sortir. Le mot de passe d'accéder à la base de données ou ceci, cela, ça n'a rien à faire à cet endroit-là. Et du coup, on va utiliser des outils comme GitLeaks, TruffleHog ou Guardian qui vont aller du coup, nous protéger de ça. Ensuite, souvent, pas mal d'années maintenant, on utilise des conteneurs. À travers l'analyse qu'on a vue précédemment, notre application, elle est cool, elle est clean, on a checké la sécurité. On va prendre un conteneur, du coup, on a créé l'image, etc. Mais à aucun moment, quelque chose nous dit que l'application qui est clean, conteneur qui est clean, si les deux ensemble, est-ce que ça ne fournit pas une faille de sécurité? Et du coup, des outils comme
Trivy, Gripe ou Claire vont avoir tendance du coup à aller vérifier ça, vérifier que du coup notre conteneur avec notre application, etc., soit safe. Dernier élément, du coup, c'est la moins souvent utilisée, c'est l'analyse SAST, DAST, pardon, avec des éléments comme OWASP Zap ou Burp, qui vont faire un tas de requêtes sur notre application. Donc, du coup, voilà, c'est souvent utilisé du coup en nightly bail. On fait popper notre application avec toute l'infra, etc. Et on envoie nos tests end-to-end, etc. Bah, là, c'est les tests end-to-end, du coup, en mode cybersécurité pour voir s'il n'y a pas de faille. Pour savoir aussi ce qu'il y a comme faille, en fait, on va essayer de savoir qu'est-ce qui est attaqué du coup sur les sites. Qu'est-ce qui est attaqué? C'est la triade CIA. Donc CIA, c'est Confidentiality, Integrity, Availability. Oui, j'ai un accent anglais de merde. Mais ces trois éléments, c'est ceux-là que vous devez voir en fait sur vos applications parce que c'est eux qui seront attaqués. Et du coup, en prenant du recul sur votre application, vous dites est-ce que je ne pourrais pas attaquer un de ces 3 points sur l'application que je suis en train de monter? Sur l'infra que je suis en train de monter, est-ce que je ne pourrais pas attaquer la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité? Qu'est-ce que c'est que chacun de ces éléments-là? Au final, c'est très simple. C'est des grands mots pour dire quelque chose de très simple. La disponibilité, bah, c'est l'appli qui est dispo. Et donc, du coup, comment on peut mettre à mal ça? On va faire un tas de requêtes, des millions, des terras de requêtes par seconde. Donc, c'est un DOS ou un des DOS, du coup, il n'y a pas de souci. Là, bah forcément, le serveur ne répond plus. On a cassé la disponibilité. On a pris le contrôle de l'application et juste on la delete. Bah, elle n'est plus dispo. Voilà. Je vais chiffrer la base de données. L'application n'est plus dispo. J'ai modifié du coup la disponibilité de l'application. La confidentialité, encore une fois, c'est assez simple. Du coup, mettons que l'application stocke du coup, des logins mots de passe pour les utilisateurs. Eh bien, un hacker va essayer d'aller récupérer justement ces logins mots de passe. Est-ce qu'ils sont chiffrés? Est-ce qu'il y a un salt? Est-ce qu'il y a un paper? Est-ce que les modules de chiffrement utilisés sont corrects? Est-ce que moi qui ai créé l'application, je serais capable d'aller récupérer les mots de passe? Est-ce que je serais capable de les déchiffrer? C'est des questions du coup qu'on doit se poser. On va dire, ok, est-ce que c'est safe? Et est-ce que quelqu'un de beaucoup plus fort que moi pourrait, ou combien de temps il mettrait? Dernier élément, du coup, c'est l'intégrité. Encore une fois, bah là, c'est l'intégrité, par exemple, des données. Exemple tout bête, tout simple. J'ai 100 euros, je vais pirater une application bancaire. Je n'ose pas faire du tout. Hein. J'ai 100 euros sur mon compte, je me mets 100 millions. Voilà. J'ai modifié l'intégrité des données de l'application. Qu'est-ce que je vais faire, du coup, en tant que hacker un peu débutant, pour voir du coup la côté cybersécurité du coup de mon application, essayer de prendre du recul. Il y a quelques outils, je vais en donner quelques-uns. Le premier, il est vraiment important, c'est la partie reconnaissance et scanning. On va faire du coup l'utilisation de Nmap. Ça permet du coup de scanner, donc on va lui refiler un ensemble d'IP, même un network complet, etc. Et avec Nmap, ça va scanner en fait les ports, les services, etc. Ça nous donne tous les ports ouverts, bien sûr, mais aussi les services qui tournent derrière, la version, etc. Derrière l'analyse, du coup, avec Nmap, tiens, utilise tel serveur avec telle version. On va chercher sur le net. Oh, il y a une CVE dessus. Bah, c'est cadeau. L'autre élément, du coup, qui est important, c'est FAF et DIRB. Je les aime beaucoup parce que souvent dans le web, on se dit, bah, si l'URL n'est pas présente du coup sur l'application dans la sitemap, etc. Eh bien, du coup, on la verra pas. Ben non, ces outils-là, en fait, ils utilisent des listes avec plein de noms et ils vont aller faire du coup des requêtes derrière ces noms. Je vais prendre un exemple tout bête. Le point .git. Le point .git, personne ne le voit, etc. Sauf que si vous avez mis votre point .git en prod, FAF et DIRB, ils vont le voir directement. Il va faire la requête du coup de l'URL, /.git, et on va tomber sur les fichiers. Et après, il y a des outils qui permettent de récupérer le point .git en entier. Et là, du coup, votre application est devenue open source. Merci, bisous. Deuxième partie, du coup, sur l'analyse de vulnérabilité. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup, sur la série, mais on peut la faire en live, du coup, avec Zap et Burp. Du coup, Zap va analyser du coup l'application, va se balader toute seule sur l'application pour donner les différentes failles qu'il pourrait potentiellement trouver. Du coup, il faut vérifier ça. Burp Suite, du coup, permet de faire l'interception du coup de requêtes. C'est très pratique. Je l'ai encore utilisé la semaine dernière. On va intercepter une requête, du coup, il va faire un petit proxy, et du coup, toutes les requêtes que vous faites sur votre navigateur, ça va passer par le proxy, et il peut vous l'afficher. En disant, hop, tu as fait un post, un get, un put, un patch, ce que vous voulez, et du coup, vous pouvez la prendre, la mettre de côté, et la reproduire à l'infini, modifier ses données, faire de l'attaque en brute force, etc. Donc du coup, c'est un outil très intéressant. On a SQLmap aussi, que j'aime beaucoup. Pourquoi? En fait, toutes les injections SQL du coup qu'on peut voir à gauche, à droite, etc., lui, il les fait tout seul. C'est vraiment simplissime à utiliser.
Donc à la fois, du coup, comme développeur, du coup, de notre côté, on peut du coup tenter de l'utiliser, je leur dis, en local. C'est vraiment important, très 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 mauvaise idée de le faire ailleurs. Et du coup, il va faire des milliers de requêtes pour voir, voilà, ne serait-ce que voilà, l'ID, page 1, 2, 3, etc. Il va le tester pour vérifier du coup si c'est safe. Et voilà, ça donne, enfin, avec SQL Map, on peut aller prendre le contrôle. Carrément, on peut avoir un shell durant qui va popper. On peut aller exfiltrer du coup toute une base de données, la mapper complètement, où on peut aller exfiltrer des fichiers, etc. On peut faire vraiment plein de choses. Dans les autres outils de la cybersécurité, je vais vous parler de deux parties, une partie exploitation et une partie OS. Une partie exploitation, du coup, on a un Metasploit, du coup, qui est un outil qui permet, qui regroupe plein d'exploits de vulnérabilité. Et c'est déjà tout prêt. On a parlé tout à l'heure du coup de tel serveur avec telle version, etc. Et ben avec Metasploit, tiens, il donne directement l'outil de l'attaque avec les payloads pour attaquer tel serveur sur telle version. C'est vraiment très simple à utiliser, ça permet de découvrir un petit peu et ça facilite et ça accélère les attaques. Il y a deux outils que j'aime beaucoup aussi qui sont John the Ripper et Hashcat. J'ai parlé du coup des récupérations de mots de passe, etc. Donc souvent ils sont chiffrés, très bien, très bonne chose. Les mots de passe en clair, c'est mal, il faut brûler les gens qui font ça. Et du coup, même s'ils sont chiffrés, si les clés du coup de chiffrement du coup sont faibles, etc., ou si on a un mot de passe du coup qui est très faible derrière, du coup on peut récupérer les mots de passe en clair. Et ça c'est assez cool. Bon, ça fait chauffer le CPU, le GPU, mais c'est deux outils du coup très intéressants. Dernière partie du coup sur les OS et les différents outils. Alors j'ai mis Kali parce que voilà, c'est un petit poncif, etc. Il n'y a pas besoin de Kali pour faire du piratage. Il n'y a pas besoin d'être un gros barbu, d'avoir un terminal en vert et noir avec un hoodie, etc. pour faire du piratage. Vous pouvez être en slip et crocs du coup sur Windows. Bon, Windows moyen, mais voilà, il n'y a pas besoin forcément de Kali ou de Parrot du coup pour faire du piratage. L'intérêt de ces deux distribs du coup, qui ont été créés en 2013, c'est que c'est déjà packagé. Il y a déjà les outils, enfin vous mettez Kali ou Parrot, il y a déjà par exemple SQL Map ou Hashcat ou John the Ripper qui sont installés. Donc c'est quand même plutôt cool, on a le package en entier. Dernier élément, du coup, c'est Exegol, c'est français. En fait, souvent, du coup, on va avoir des outils qui vont être en Python 2, Python 3, on va avoir du Go, on va avoir du Rust, on va avoir plein de choses, et ça met un peu le bordel sur notre OS. Et du coup, Exegol, ils se sont dit, on va isoler ça. On va faire des Docker, du Python, comme ça on fait popper l'élément, on utilise notre outil, et après c'est down, et on a fini. Et on est bien isolé à chaque fois. Donc on vous invite, du coup il y a eu des confs d'ailleurs sur Exegol, je vous invite à l'utiliser. Il y a surtout deux éléments qui sont vraiment très importants du coup, c'est la curiosité et la connaissance. Sur la curiosité, voilà, on a une application qui fait ça, mais l'idée c'est de se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas lui faire autre chose? Est-ce qu'elle est faite pour ça, mais est-ce que du coup elle ne va pas aller faire une requête ailleurs, où moi je le souhaite? Et ça demande des connaissances, parce que du coup, je vais lui demander de faire une requête ailleurs, parce que je sais que c'est ailleurs, il y a une sensibilité du coup à tel endroit. Pour avoir ces connaissances, du coup, il faut se former. Se former et du coup agir en amont. Pourquoi on va agir en amont? J'aime bien cette petite slide, parce que du coup, ça montre vraiment le budget de la sécurité en général, du coup, il est assez bas. Enfin, moi, ça m'arrive plein de fois. Bref, c'est bon, Florian, là, tu nous embêtes avec ta sécurité. Là. On verra ça après. Et on verra ça après se termine souvent à oups, on a une faille de sécurité. Bah ouais, mais du coup, il faudra peut-être revoir l'architecture, il faudra peut-être faire du refacto de code, et ça coûte extrêmement cher du coup à refaire, il faut bien qu'on soit payé. Et par contre, en image, c'est fini, c'est game over. À partir du moment où vous avez une faille, où c'est déclaré, etc., du coup, votre image, voilà, partenaire de confiance, etc., elle est très fortement écornée, et ça va être difficile de remonter. En écho avec l'image précédente, du coup, voilà, le coût d'une faille, c'est extrêmement élevé. On a vu les chiffres du coup au tout début, c'est vraiment des milliards de dollars. Donc du coup, il faut vraiment essayer d'agir avant que ces failles arrivent, à travers du coup la formation, la mise en place de CI. Le coût d'une correction peut être fort. Voilà, on peut faire un gros refacto de l'application. Voilà, je suis intervenu il n'y a pas longtemps du coup sur une application. Intrinsèquement, dans toute son architecture, il fallait enlever une certaine barrière de sécurité. Et laisser certaines failles. Parce que sinon, voilà, 700 écrans, etc., des dizaines de milliers de lignes, voilà, ça va coûter 3 ans de boulot pour la refaire. Alors que si on le fait dès le début, mode Secure by Design, du coup, on est quand même mieux.
De plus, pourquoi il faut se tester aussi et agir en amont? Parce que les SAST et les DAS, c'est cool, hein. Franchement, ça fait le taf, et il faut vraiment les mettre en place, mais ça ne voit pas tout. Typiquement, une injection SQL second order sur une information qu'on va avoir posée au tout départ, avec un petit tricks du coup qu'on a mis dans les infos. 17 pages plus loin, et bien du coup, on peut avoir une faille de sécurité due à ce tricks qu'on a mis au départ. Mais ça, il n'y a que l'humain, il n'y a que un développeur ou un hacker qui peut se dire, tiens, si je mets ça à tel endroit, l'impact de ça, 17 pages plus loin, bah ça va causer une faille de sécurité. Et la sécurité, pour terminer, c'est aussi de la qualité. C'est-à-dire les applications qu'on fournit à nos clients, alors c'est cool, ça fait le taf, hein, mais si elle est sécure et que le client se fait péter dans les 3 mois, en termes d'image, c'est quand même plutôt moyen. Et du coup, en fournissant une application sécure, eh bien, du coup, on fournit de la qualité à nos clients. Quels sont les domaines de la cyber? On va voir globalement, on se doute très rapidement, ouais, web client, web serveur, on en fait tous les jours. Pour les ops, du coup, le script, le système, c'est des éléments du coup qu'on va faire tous les jours. On va appliquer aussi des éléments sur la cryptographie. On va essayer de jouer du coup côté hacker sur la cryptographie, essayer d'aller modifier, voir si les protocoles cryptographiques qu'on a choisis, est-ce qu'ils sont OP ou pas. Un autre élément un peu moins connu, le forensic. Le forensic, c'est souvent aller voir, voilà, on a eu une attaque, on a eu une faille, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait. Je reviens du coup sur la partie monitoring dont j'ai parlé. Pas de monitoring, pas de forensic, vous ne savez pas, vous êtes aveugle. Et donc du coup, le fait d'être vigilant sur la partie sécurité vous rendra obligatoire du coup la partie monitoring pour savoir ce qui se passe. Et donc du coup, vous augmenterez du coup la qualité. Le réseau, j'en ai parlé, les attaques en profondeur, etc. Parce que c'est cool de se balader dans un réseau alors qu'on n'a pas forcément le droit. La stéganographie, ça c'est assez drôle, j'ai découvert ça du coup en commençant la cyber. C'est l'art du coup de cacher une information du coup dans une autre. Typiquement, voilà, on peut prendre un PDF et si on envoie un chiffrement AES du coup sur ce PDF, ça se transforme en exe. Oh. Et du coup, on a reçu le PDF, un petit chiffrement et après, bah, le malware s'installe. Le cracking et le malware, ainsi que l'OSINT, c'est des éléments que j'ai moins touchés. On va aller prendre le contrôle plutôt du coup d'une application, enfin d'un OS du coup avec du malware. Et avec l'OSINT, bah, du coup, c'est la recherche du coup d'informations qui sont ouvertes. Alors on va partir directement du coup maintenant sur des failles très simples. Je vais vous parler de la top 3 de l'OWASP. Alors c'est l'OWASP 2021. L'OWASP du coup 2025 est censé sortir cette semaine. Je ne sais pas si j'ai pas vérifié s'il était sorti. C'est le top 3, donc c'est le cross-site scripting. Qu'est-ce qu'on va faire sur le cross-site scripting? C'est assez connu, et il y en a plusieurs types. Je vais vous montrer un. On va prendre un exemple de site web. Par exemple, un site web avec un livre d'or. Je ne dis pas que j'ai déjà fait ça avant, promis. Mettons qu'il y a un livre d'or du coup sur une vieille application, et un hacker va rentrer un script malicieux sur ce livre d'or, genre alerte 1 ou autre chose. C'est enregistré sur le livre d'or. Le site web du coup l'enregistre et va le présenter, ce livre d'or, à n'importe quel utilisateur suivant. L'utilisateur suivant, il va arriver, il va consulter le livre d'or. Qu'est-ce que va faire le serveur? Il va répondre. Sa page web, le JS va s'exécuter sur le navigateur de l'utilisateur. Et en JS, on peut faire quoi comme truc sympa? On peut aller prendre les données, les cookies, et lui faire plein de choses. On va les envoyer du coup sur un petit serveur qu'on aura préparé à l'avance. Qu'est-ce que va faire le hacker derrière? Il va récupérer par exemple, le cookie de l'utilisateur et va se connecter sur l'application à la place de l'utilisateur. Voilà en fait une faille de base, du coup c'est une faille XSS, donc c'est vraiment la plus basique des basiques. Il faut vraiment du coup la vérifier, mais il y a plein d'autres failles, les XSS du coup dans le DOM, on va avoir des reflected XSS, etc. Il y a plein de manières du coup d'aller piquer de l'information sur le navigateur de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? Donc déjà, on vérifie les inputs de l'utilisateur. Les XSS stockés, là, on peut se dire, ouais, elle est super simple. La semaine dernière, du coup, voilà, j'étais sur un audit du coup cyber et elle était blindée de XSS. Ça veut dire que n'importe quelle partie du site peut être une faille pour les autres et on peut inscrire des informations qui feront fuiter les identifiants des autres utilisateurs. On utilise les CSP, les Content Security Policy. Je vois trop peu de sites web du coup qui les utilisent. Pourquoi? En fait, ce qu'il y a, les CSP agissent du coup comme une espèce de garde-fou sur votre navigateur. Typiquement, si l'exploitation d'une faille dit voilà, je vais chercher le tel script du coup à tel endroit un petit peu pourri, etc. sur le net, voilà, on va charger le JS du coup à tel endroit. La CSP, on va lui dire bah non, les JS que tu charges sur cette application-là, elles viennent de ce domaine-là, et c'est le domaine que je maîtrise. Du coup, si vous avez une XSS du coup sur votre code qui fait qu'il va chercher un JS, du coup, un endroit que vous n'avez pas prévu, la CSP lui dira non. Et là, vous en êtes protégé.
Donc c'est une espèce de garde-fou si vous avez quand même une faille XSS du coup sur vos applications. Dernier élément, on s'entraîne à pratiquer les XSS. Voilà, je vous en ai montré une. Au final, elle est très simple. Mais voilà, il faut s'entraîner à connaître du coup les autres XSS, prendre du recul, dire voilà, la page que j'ai faite, est-ce que je peux en abuser? On a vu un peu de front-end, on va voir maintenant un petit peu de back-end. Top 1 OWASP 2021, LiDAR. Elle est vraiment toute simple. Et pourtant, si elle est en top 1 de l'OWASP, c'est qu'elle est partout, sur plein d'applications. C'est l'Insecure Direct Object Reference. Alors, le nom paraît un peu barbare, mais vous allez voir, c'est super simple. On va prendre un exemple d'une application, du coup, avec un utilisateur et un site web. C'est un site web du coup, qui va générer des factures. Donc, un utilisateur lambda, il va aller sur site web et du coup, il va s'inscrire. Voilà, il va sur mon site, sa inscription. Il va générer sa facture. Et du coup, il va demander la génération d'une facture. Le site web, du coup, va générer la facture. Il va générer sur le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être commencer à sniffer ce qui va se passer. Et du coup, l'utilisateur va checker sa facture sur le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Arrive un hacker. Un hacker, c'est un utilisateur lambda. C'est un utilisateur de base. De base, sur la partie reconnaissance, le hacker va utiliser de manière basique l'application. Donc il va s'inscrire. Il va demander de générer une facture. C'est le taf du site. Donc il va l'utiliser. Le site web lui génère une facture. 1, 2, 3, 4, 6. Ah. Quand on a la vigilance du coup d'un hacker, on dit tiens, c'est bizarre ce numéro, quand je consulte ma facture, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Est-ce que j'irai pas voir le numéro d'à côté? Si on n'a pas de vérification à qui appartient ce numéro-là, c'est open bar. Et quand on est hacker, on ne va pas en voir qu'une seule. Quand on est feignant, on est dans l'informatique, on va faire un script qui va aller voir 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 3, et on va lister tout jusqu'à 0. Voilà les fuites d'informations. Les fuites d'informations qu'on a sur Internet, qu'on voit telle entreprise s'est fait craquer, etc. Une grosse partie, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc du coup, quand on crée nos applications, on va aller vérifier du coup l'appartenance du coup des objets qu'on récupère. Alors là, j'ai mis avec des factures, mais voilà, ça marche bien avec user 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est moi. Et du coup, est-ce que je peux aller voir les users d'à côté? Le document 1, 2, 3, 4, 5 qui a été généré, super, merci, ou qui a été uploadé, etc. On va voir les autres numéros. Et ça marche très bien. Comment on fait pour se protéger de ça? On vérifie les rôles sur chaque appel. C'est est-ce que tu as le droit d'appeler ça? C'est pas parce que tu es juste authentifié que tu as le droit d'aller voir tel numéro. Et donc ça, c'est vraiment une vérification qui est à faire sur chaque appel. On vérifie l'appartenance. Est-ce que l'objet, tu as bien le droit d'avoir ça? On n'utilise pas les ID incrémentaux. Alors autant au côté base de données, etc., machin, c'est super cool les ID incrémentaux. Par contre, les afficher, mais il y a une mauvaise idée, parce que s'ils sont incrémentaux, ça veut dire qu'on les connaît, on sait où on en est. Donc on va plutôt utiliser des UID qui ont un côté aléatoire, du coup beaucoup plus fort. Côté affichage, on récupère, et côté backend, du coup, on récupère l'UID. Là, on repasse sur notre ID incrémental et on fait notre embrouille, mais du coup, on évite d'afficher les ID incrémentaux. Deuxième attaque côté backend, parce que du coup, elle est quand même très relou celle-là, c'est la faille SSRF. SSRF, du coup, c'est Server Side Request Forgery. Du coup, on va faire en sorte que ce ne soit pas nous, côté hacker, qui allons faire des requêtes un petit peu bizarres sur un site web, mais c'est lui. On va prendre un exemple tout bête. Mettons qu'il y a un site du coup, qui nous permet de créer un avatar. Et on lui donne une URL sur laquelle il va aller chercher l'avatar. Ok. Un hacker, quand on lui donne ça comme possibilité, il va agir de manière un petit peu différente. Il va aller créer un petit script, du coup, qui va spammer les URL jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Parce que du coup, là, celui qui fait la requête pour aller récupérer l'avatar, c'est pas nous. C'est pas le navigateur, c'est le serveur. Le serveur, il n'est pas obligé de faire une requête du coup vers n'importe quel site web sur lequel vous pourrez trouver une image. Il peut faire des requêtes en local, par exemple, ou dans le réseau. Et au bout d'un moment, il y a des outils, il y a des scripts qui le font automatiquement. On peut tomber sur des requêtes intéressantes. Parce que quand j'ai parlé de requêtes, je n'ai pas dit requête HTTP. On peut faire des requêtes FTP, on peut faire du Gopher, on peut faire une requête dictionary, comme c'est mis. Et si on fait une requête dictionary, par exemple, au hasard sur le port 6379, et qu'on envoie juste test, 6379, c'est le port de Redis. Redis nous répond une erreur. Ah, c'est bien, les erreurs pour les hackers, c'est vraiment sympa. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose. Ah, ça n'a pas marché comme c'était prévu, mais du coup, je vais essayer de le faire marcher comme moi, je le voudrais. Là, du coup, derrière, l'information, c'est que le hacker, il sait qu'il y a un Redis qui est derrière et qui a répondu. Qu'est-ce qu'il va faire comme action? Il va aller envoyer une demande à Redis de modifier du coup sa location. Donc là, la location, on va la mettre sur Varspool cron.
par spool cron, c'est là où du coup sont exécutés du coup, tous les crons. Du coup, la location de la base Redis, on va la déplacer. Ensuite, on va changer le nom de la base. On va dire que le nom de la base, c'est root. Du coup, on aura dans var spool cron, root. Ça veut dire qu'on peut exécuter des éléments en tant que root. Du coup, on va var spool cron. Qu'est-ce qu'on va lui mettre du coup dans notre base? On va lui mettre un nouvel élément clé valeur avec les petites étoiles du coup de l'exécution d'un cron. Donc là, ça veut dire qu'on va s'exécuter toutes les minutes. Et on va faire un reverse shell. Alors reverse shell, on ne pratique pas forcément tous les jours. Souvent, on se dit, voilà, pour contrôler un serveur, du coup, on va aller se connecter dessus. Bah là, le reverse shell, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est que c'est le serveur qui va se connecter à nous. On va ouvrir, du coup, un port d'écoute, et le serveur va venir se connecter à nous avec les droits de l'utilisateur qui l'aura lancé. Et vu que l'utilisateur, là, c'est root, on peut bien se douter que ça peut mal se passer. Là, une fois qu'on a donné notre premier élément dans notre base de données, bah, du coup, on va aller sauvegarder notre base de données. Donc, on envoie la requête dictionary en save, du coup, sur le Redis. Et du coup, une petite minute après, le cron va passer. Il va lancer le reverse shell sur l'IP et le port qu'on aura choisi et qu'on maîtrise. Et qui va se passer? Le Redis nous crée un shell et on est root sur le Redis qui était derrière, qui n'était pas exposé. Il n'était même pas exposé. C'est le serveur intermédiaire qui nous a exposé ça. Comment on peut se protéger de ça une fois qu'on connaît ce type d'attaque? Eh ben, on va se protéger de ça en filtrant les URI qui peuvent être appelés. Voilà, c'était simple. On fait que des appels HTTP. On ne fait pas des appels en local. Ça, si on ne l'a pas prévu dans l'application, c'est open bar, sur ce genre de choses. On va sécuriser un serveur interne, et surtout en interne. Là, le Redis, j'ai pu y accéder gratuitement. Le Redis, du coup, en général, il va stocker quoi? Il va stocker des sessions, il va stocker des clés valeurs, du coup, des éléments du coup, qui vont être importants sur l'application. Et ben, on met quand même un login mot de passe. Dernier élément, on monitor les requêtes afin de détecter l'attaque. Parce que là, le hacker, il a fait des petits milliers de requêtes du coup, pour voir des choses qui pourraient être intéressantes. Si on ne monitore pas, bah, il a tout son temps pour le faire. Alors que là, si on le monitore, bah, du coup, on pourrait détecter, tiens, c'est bizarre, qu'il fasse des requêtes dictionary. Il y a quelque chose sur lequel il y a un petit problème. C'est pas normal du coup de pouvoir faire des requêtes du coup en interne. On a déterminé ça. En parlant d'interne, on va parler d'infrastructure. Top 5 de l'OWASP, on va parler de Docker un petit peu. On fait tous un petit peu de Docker, beaucoup d'applications du coup sont en Docker. Pareil principalement de deux failles du coup. Les Docker sockets et les privileged capabilities. Rappel un petit peu du fonctionnement de Docker très rapidement. On a des applications qui vont échanger avec des libs, qui vont échanger avec le Docker Engine, qui vont échanger avec l'OS, et on va les cibler l'infrastructure derrière, donc virtuelle ou réelle, du coup ça importe peu. Le but c'est d'aller prendre le contrôle de ça, de sortir du Docker. On va prendre un exemple. Un hacker a réussi à se refaire un petit reverse shell du coup sur l'application. J'ai pris une application en Java, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Il est root sur le conteneur. Ouais, et il aimerait bien sortir ce conteneur parce que du coup là il a accès juste à ces pauvres petites informations. L'objectif du coup c'est bien de s'échapper du conteneur et prendre le contrôle de la machine. Mettons que le conteneur a été lancé du coup de cette manière-là. On a partagé du coup en volume le socket, ça a des choses qui arrivent, par exemple quand on veut faire du Docker in Docker, par exemple du coup sur un runner du coup GitLab, on va avoir tendance du coup à faire ce genre de choses pour faire du Docker in Docker. Très 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 mauvaise idée, ou il faut moins vraiment la contrôler. Quand on l'a lancé, en fait, quand on est dedans, on peut faire une requête vers ce socket, il est ouvert. Curl permet de faire des requêtes, du coup là on va faire une requête curl en mode Unix socket vers le socket qui a été partagé, et en lui mettant localhost container JSON. Je veux la liste du coup des conteneurs, et tu me l'affiches en mode JSON. Et juste avec travers une petite requête curl, et c'est juste le socket qui est monté. On a fait une requête du coup en mode Unix socket. Ah mais ça nous répond. Donc il n'y a pas besoin d'avoir Docker installé là. Hein. On a juste fait une requête curl. C'est le socket du coup qui nous répond. Il nous répond avec un ID, pas la peine de lire les éléments, voilà. Les ID des conteneurs. Et ça, c'est une très 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 grosse information. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut interagir avec le socket de Docker. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va lui envoyer une petite requête pour lui faire popper un conteneur. On va lui faire popper un conteneur en privilégié avec un reverse shell. Donc on a le privilège ici à true, on va créer notre petit conteneur et on fait un reverse shell. J'ai parlé tout à l'heure du reverse shell, voilà, bash interactif, et du coup on envoie sur l'IP et le port qu'on a choisi. Ça c'est un conteneur qu'on va créer. Donc c'est tout bête, hein. C'est vraiment un conteneur tout basique. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, une fois qu'on lance ce curl, on a un ID conteneur qui est prêt, qui n'est pas starté, qui est prêt à être lancé. De notre côté, on va créer un netcat, du coup, on va écouter sur un port. C'est le port qu'on a prévu juste avant. On va lancer le conteneur, toujours à travers notre petit curl. On va lui dire, on va lui poster de starter.
sur l'ID de conteneur qu'on a créé juste avant. Quelques secondes après, on apparaît en route sur notre conteneur. Et voilà, on a pu faire popper un conteneur sur lequel on contrôlait. Mais on était déjà sur un autre conteneur. Est-ce que vous vous rappelez que ce conteneur qu'on a fait popper, il est en privileged, ici. Il est en privilege, et qu'est-ce que ça permet le privilege sur un conteneur? On l'utilise souvent, enfin moi j'essaie de l'utiliser le moins souvent possible, mais voilà, des trafics pour l'autodiscovery, etc. Trafic par exemple, là va être en privilege, du coup, pour avoir accès à la socket. Privilege, du coup, donne toutes les capabilities, dont 3 qui sont vraiment intéressantes. Le sysadmin, le module et le Royo. On va essayer d'aller jouer avec le Royo, vu que j'ai les capabilities du coup sur ce truc-là. Le Royo nous donne les capabilities du coup sur l'équipement. Du coup, on peut faire les disques list. Là, j'aurai la liste que des disques physiques branchés à l'application, enfin branchés à notre conteneur. Du coup, bah, on peut faire un mkdir. On peut créer un répertoire et on va monter notre disque. On monte les disques host de la machine. Et du coup, là, on est en route sur le host. Voilà. L'application est down, on a pleinement accès au disque du coup de la machine directement. Petit résumé de l'attaque, parce que du coup là j'ai mis pas mal de commandes pour vous montrer que c'était vraiment très simple au final. On était un hacker, du coup on avait pu arriver du coup sur un conteneur, mais on était bloqué dedans. Mais grâce à la socket, on a pu créer un autre conteneur en mode privilégié. Sur ce conteneur en mode privilégié, on a pu lister les disques physiques de la machine et on a pu monter ce disque-là. Et donc du coup, forcément, on a pris le contrôle complet de la machine physique depuis un conteneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça? Sauf exception, on ne monte pas de socket. Voilà. Comme ça, pas de socket, pas d'accès. Merci, au revoir. Sauf exception, on ne note pas de privilège du coup au conteneur. Le base, ils arrivent avec aucun privilège. Si ça fait le taf, on le laisse de cette manière-là. On n'exécute pas les conteneurs en route. Alors je vois très souvent du coup les conteneurs qui sont exécutés en route pour X et Y raisons, etc. Il ne faut pas les exécuter en route. Là, on est arrivé en route, ça nous a super facilité du coup notre attaque. On va essayer d'accélérer un petit peu les find in the middle. Du coup, top 2 de l'OWASP. Et bien, du coup, on va faire une attaque du coup sur un réseau. On a une application du coup qui est super sécurisée. Elle échange avec la base de données. L'application, c'est l'application principale dans l'entreprise. Et on a à côté, sur le même réseau, une application legacy, l'application du stagiaire, etc. On va voir du coup ce que c'est du coup le protocole ARP. Le protocole ARP, c'est quand une machine du coup veut échanger avec une autre. La machine du coup va diffuser une requête ARP pour dire voilà qui est la Mac appartenant à telle adresse IP. Et il y a quelqu'un sur le réseau qui va dire bah, tiens c'est moi la Mac, voilà ma Mac. Et les machines vont échanger à travers la Mac du coup sur la couche numéro 2. On revient sur notre schéma. Un hacker a pris le contrôle du coup de cette application legacy. On s'est dit c'est pas grave et tout, elle est de côté. Ok. Il va installer TCP-dump. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est comme application TCP-dump, mais du coup, ça permet de voir toutes les requêtes qui sont passées sur l'application. Ensuite, on va installer Dsniff, qui est un package du coup, qui va regrouper pas mal d'outils. TCP-dump, du coup, on va le lancer sur Ethernet 0. Donc, c'est-à-dire que toute requête qui va passer sur Ethernet 0, ce sera envoyé dans notre fichier PCAP. Derrière, on va envoyer une requête ARP spoofing en disant 10, si tu as besoin de communiquer à 11, ben, envoie-les-moi sur mon adresse MAC. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je pense que vous commencez à voir venir le truc. La base de données, quand elle aura besoin de répondre du coup à 10, bah, elle passera par nous. Bah là, game over. On est entre les deux. Du coup, toutes les informations passent par nous. Et du coup, on a pu récupérer les informations. On peut aussi modifier les requêtes à la volée. C'est des choses qui se font très bien. Comment on se protège de ça? On va chiffrer les connexions. On utilise des VLAN, on isole du coup les différentes applications. Dernièrement, aussi, on met en place des IDS et IPS parce que c'est pas normal de pouvoir faire de l'ARP spoofing, de dire tiens, finalement, tu voulais communiquer avec telle adresse, mais du coup, c'est à moi. C'est un IDS, IPS, il le détecte, il le down et c'est fini. Dernier élément, du coup, sur la faille UID, elle est assez marrante celle-là. Donc, mettons qu'on a un site web, du coup, là où on veut resetter un mot de passe. Je rentre mon adresse mail, il m'envoie du coup le mot de passe avec un token UID. Le token UID, du coup, on l'a en lien, il est là. On peut se dire, bah, ça paraît super aléatoire. Ok, on va le décomposer. Un token UID, il y a plusieurs versions. On a 8 caractères, du coup, c'est les 32 bits du coup, de poids faible du timestamp, sur le calendrier grégorien. Ensuite, on a 4 caractères, c'est timestamp les bits du milieu. Ensuite, on a les chiffres les plus significatifs du timestamp et la version. Là, on a le 1. Sur le premier, là, ici, ça, c'est la version de l'UID. Donc là, on sait qu'on est en UID version 1. Ensuite, on a
le 8, 9, A ou B, qui sont toujours ces éléments-là, et ensuite le numéro de séquence de l'horloge. Et ensuite, c'est l'adresse MAC de la machine. On va vérifier un petit peu quelles sont les variations sur ces éléments-là. Donc là, les bits de poids faible, ils varient énormément. Les bits de milieu, ils varient, mais un petit peu moins. Là, on a les bits de poids fort du timestamp, du coup, ça varie beaucoup moins. Et en plus, on a une information, on a un bit de moins pour l'information de la sécurité. Ici, on a la séquence de l'horloge qui varie pas ou peu. Et le dernier, c'est la MAC, du coup, qui ne varie pas. Du coup, ça nous fait une séquence qui est parfaitement prédictible. Quelle est l'attaque là-dessus? On va faire une requête du coup, de reset du coup, sur le site pour l'administrateur. Admin, du coup, mon site.fr. L'administrateur va recevoir un mail. Mais du coup, derrière, nous, sur cette requête qu'on a fait, on va récupérer l'entête. On va récupérer l'entête de date dans les headers. Et du coup, ça nous donne la date à laquelle l'UID de reset aura été fait et envoyé par mail. Derrière, on va calculer les UID possibles. On va faire un script du coup, qui va faire plein de requêtes avec plein de UID autour de la date qu'on a récupérée. Au bout d'un moment, reset OK. Et on aura du coup le mot de passe de l'admin. On va utiliser les modèles cryptographiques du coup, qui sont solides du coup, pour contrôler la sécurité. C'est vraiment important de prendre le recul, de dire voilà, est-ce que c'est bien d'utiliser IDV1? La preuve, non, pas du tout. On ne se fie pas à un pseudo aléatoire. Je vois le timing du coup, qui passe. Du coup, je vais essayer d'accélérer encore plus. Ok, on va passer sur l'attaque supply chain, très importante. Du coup, je vous invite à regarder une conf sur l'attaque XZ. Donc, vérifier les dépendances sur l'attaque XZ. Pour se former à la sécurité, du coup, c'est connaître du coup, de nouvelles techniques pour les contrer. On révise les basiques. On a vu, on parlait du modèle OSI, des headers, etc. Un peu plus, et on étend son champ de compétences. Où est-ce qu'on peut s'entraîner? Du coup, il y a plein de plateformes qui existent. Du coup, RouteMe, TryHackMe, Xbox, Ring0. Il y a des parcours de formation du coup aussi sur Open Classroom qui sont vraiment très intéressants. Il y a Burp Suite qui propose une académie. Donc j'invite du coup à tester vos compétences du coup sur ces éléments-là. On peut les tester en vrai aussi à travers du coup des CTF. Donc il y a Brest CTF, du coup la DevCon, il y a le Stack à Bordeaux. Donc je vous invite à essayer de tenter d'y participer. On peut pratiquer à la maison, ça permet de monter en compétences du coup en infra. Vulnub propose des machines du coup qui sont directement vulnérables pour savoir exploiter. L'OWASP Just Shop, du coup permet c'est une application du coup de shop qui est déjà vulnérable, il faut savoir l'exploiter. Et God, c'est de l'Active Directory, c'est fait par Orange Cyberdéfense. Dernier mot, s'il faut retenir 3 choses, c'est ces 3 éléments-là. La cybersécurité, c'est vraiment un enjeu majeur, on ne peut pas passer à côté. Il faut savoir se remettre en question, du coup, la sécurité sur l'application, se dire est-ce que je serais capable de pirater mon application? Est-ce qu'un hacker dont c'est le métier, ou des centaines de hackers, des hackers étatiques qui ont toute la journée, tout le temps, etc., ils seraient capables de le casser? Et quels vont être les impacts? Si on a le moindre doute, on ne connaît pas tout, mais on travaille en équipe. Les hackers travaillent en équipe, du coup, nous, on travaille en équipe. Si on a un moindre doute, du coup, sur une fonctionnalité qu'on met en place, on lève la main, on demande au lead, à l'archi, au RSSI, etc. Mais on agit en équipe, du coup, pour la cybersécurité. Je tiens à remercier du coup Softin du coup, de m'avoir permis de préparer ce talk, le BDXIO du coup de m'avoir permis du coup de le présenter, et voilà RouteMe avec The Box qui m'ont permis de monter en compétences du coup sur cybersécurité, et plein de gens que je peux suivre du coup sur LinkedIn qui donnent plein de news sur la cybersécurité. Et je vous remercie vous aussi pour votre écoute, et si vous avez des questions, on va passer le micro. Merci.